Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de... Il y a quelques semaines, peut-être que vous avez vu passer cette information, nous avons Monsieur Zuckerberg, Mark de son prénom. Pour ceux qui ne sauraient toujours pas, il s'agit du patron de Facebook, a lancé une nouvelle entreprise, ou tout du moins une nouvelle entité, qui va avoir double emploi. Le premier emploi, c'est évidemment de se préparer, comme vous l'avez entendu dans mes précédentes vidéos, à l'éventualité de se faire clasher par des membres du Parlement américain, représentants et sénateurs, aussi bien du côté des démocrates que des républicains. Pourquoi les démocrates? Vous allez me dire, parce que Facebook, quand même, en 2020, a permis de faire de la censure pour empêcher Donald Trump de diffuser ses fake news. Mais tout simplement parce que dans le camp des démocrates, il y a des démocrates qui en veulent toujours à Mark Zuckerberg de ne pas avoir fait ce qu'il a fait en 2020, en 2016, pour permettre à Hillary Clinton d'être élue. Et évidemment, du côté des républicains, il y a évidemment des républicains qui, eux, en veulent à Facebook et Zuckerberg d'avoir fait de la censure en 2020 pendant la campagne de Donald Trump. Donc, comme quoi, ces démocrates et ces républicains se rejoignent sous l'idée générale que Facebook devient trop hégémonique, trop important, trop gros, trop influent. Donc, là, on a parlé précédemment des auditions que Zuckerberg a fait devant des commissions parlementaires, et là, il y a une ancienne employée de Facebook qui a révélé certains procédés ou certaines décisions, certaines politiques au sein de Facebook. Donc, Mark Zuckerberg sait pertinemment qu'il a une épée Damoclès sur la tête. Donc, il prend les devants, il a créé une société qui s'appelle Meta. Et cette société Meta va en fait englober un ensemble d'autres sociétés, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir désormais Facebook en tant que société mère, eh bien, il a créé une société qui s'appelle Meta, dans laquelle donc il intègre Facebook en tant que filiale, en tant que société, au même titre que Instagram et WhatsApp. Meta, qu'est-ce que c'est? Donc, évidemment, ça c'est une procédure comme Google l'a déjà fait il y a déjà quelques années en créant Alphabet. Alphabet qui est la maison mère de Google. C'est-à-dire que Google n'est plus la société principale, c'est une société filiale d'une société mère qui s'appelle Alphabet. Et là, Zuckerberg a fait exactement la même chose avec Meta. Pour justifier Meta, c'est quoi? Meta, eh bien, c'est un projet qui est extrêmement ambitieux. Extrêmement ambitieux, pourquoi? Tout simplement parce que Zuckerberg, je pense, qu'a enfin compris que Facebook, eh bien, est arrivé au bout du bout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Facebook devient obsolète. Il devient obsolète parce qu'il n'est plus compétitif, il n'est plus concurrentiel, surtout pour essayer de ramener, de rapatrier des jeunes générations qui, elles, sont plutôt Instagram, voire TikTok. Et évidemment, tout ce qui est support vidéo, tout ce qui est live comme Twitch, etc. Donc, Facebook aujourd'hui, on peut dire qu'il est dans sa phase de déclin. Donc, Zuckerberg veut réagir, et qu'est-ce qu'il veut créer avec Meta? Eh bien, il veut créer tout simplement un réseau social en réalité virtuelle. Alors, comment se concrétise une réalité virtuelle? Il faut savoir une chose. Première chose, c'est que, pour vous donner un peu une idée, je vous donne quelques films dont les histoires se portent justement sur la réalité virtuelle. Le premier, évidemment, la référence, c'est, je vous ai déjà parlé, c'est Matrix. Matrix, si vous n'avez pas vu le film, sans vous spoiler, il s'agit d'un individu qui se trouve tout d'un coup confronté à une situation un petit peu existentielle et où il va se voir révéler le fait que sa vie, dans laquelle il vit comme nous vivons aujourd'hui, dans notre société, dans nos vies, dans notre travail, etc., eh bien en réalité, cette réalité n'est pas la réalité, c'est une réalité virtuelle. C'est-à-dire qu'en réalité,
physiquement, il est dans une sorte de cocon, pour un intérêt dont je ne vais pas vous dévoiler les raisons, etc. Et que sa conscience est en fait contrôlée par une machine qui l'expose dans un univers complètement virtuel. Un univers virtuel dans lequel il y a tous les codes que nous connaissons. Parmi les codes, évidemment, la chute, vous pouvez vous blesser, vous pouvez même être tué. C'est-à-dire que si vous êtes tué dans l'univers virtuel, eh bien, vous pouvez mourir physiquement. Donc voilà, je vous donne un petit peu le paysage, on va dire, de ce film Matrix. Et donc, cet univers virtuel est régi de telle manière que tous les individus ont conscience, ont l'assurance de vivre dans un monde réel, alors qu'en réalité, ils sont dans un monde virtuel. Et ce monde virtuel, ça s'appelle la Matrice. Je vais y revenir dans quelques instants. Et vous avez un autre film, un peu plus récent, qui est le film de Spielberg, qui est Ready Player One. Et Ready Player One, c'est le même principe, sauf que là, c'est un univers virtuel que les gens ont conscience, qui est un univers virtuel assumé, dans lequel vous pouvez être ce que vous voulez. C'est-à-dire que vous avez des avatars. Les avatars, ce sont vos représentations virtuelles dans l'univers virtuel, et vous pouvez adopter toutes les apparences que vous voulez. Et dans cet univers virtuel, très évidemment régi par des aspects de loisirs et surtout de jeu, eh bien vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez acheter des voitures, des avions, vous pouvez conduire un hélicoptère, vous pouvez même tuer des gens, etc. Oui, enfin, c'est tout l'aspect du jeu vidéo qui est regroupé dans un univers virtuel. Et dans cet univers virtuel, sans spoiler l'histoire, il se trouve que cet univers virtuel, le fondateur disparaît, mais a laissé dans son univers virtuel des indices par l'intermédiaire de jeux, par l'intermédiaire de quêtes, qui permettra à celui qui découvrira et qui résolvera les indices, ou qui trouvera les indices, finalement d'acquérir la propriété de cet univers virtuel. Et évidemment, vous avez un consortium, vous avez une grosse société multinationale qui veut essayer de mettre la main sur cet univers virtuel pour son propre business. Mais dans cet univers virtuel, tout le monde évidemment est conscient qu'il est dans l'univers virtuel. Il a le choix d'y aller ou de ne pas y aller. Et dans le film, cet univers virtuel a tellement pris d'importance parce que la plupart des gens n'ont pas accès, je dirais, à la réussite sociale, alors que dans l'univers virtuel, eh bien là, les chances sont beaucoup plus évidentes, sont beaucoup plus importantes, et vous pouvez devenir important dans l'univers virtuel, contrairement à l'univers réel. Et je vais rajouter un troisième film, qui est celui-ci complètement récent, qui est Free Guy. Free Guy, c'est un film qui date de cette année, et pareil, qui part du postulat qu'il y a un univers virtuel dans lequel des joueurs vont pour aller jouer avec des avatars. À ceci près, c'est que l'un des points communs qu'il y a avec ces trois films et ces trois univers, alors attention, je vous donne ces trois films en tant qu'exemple, mais il existe plein d'autres films dont les histoires se passent dans des univers virtuels, mais à mon sens, c'est ceux qui peuvent vous donner un petit peu une idée de ce que pourrait éventuellement imaginer Zuckerberg pour mettre en place son réseau social en réalité virtuelle. Dans Free Guy, vous avez un phénomène qui se passe par un personnage qui est un personnage virtuel, qui n'est pas un personnage, qui n'est pas un avatar, c'est-à-dire que c'est des personnages pour dynamiser l'univers virtuel, donc qui est régi par des programmes, et il se trouve que l'un d'entre eux, régi par une intelligence artificielle, va commencer à prendre une conscience indépendante du programme pour lequel, normalement, il est créé. Donc, j'espère que je suis assez clair sur la question. Et pourquoi je vous donne ces trois exemples, à la fois pour bien comprendre ce que c'est que les univers virtuels, mais il y a aussi un élément très important, c'est que justement pour dynamiser les univers virtuels, pour à la fois gérer leur complexité, pour gérer les interactions, à la fois de gens par le biais d'avatars ou d'avatars dont la réalité virtuelle gère pour dynamiser l'univers virtuel, c'est l'intelligence artificielle. La matrice de Matrix est une intelligence artificielle
Dans Free Guy, vous avez également une intelligence artificielle, tout comme dans Ready Player One, il y a une intelligence artificielle qui gère l'univers dans lequel a intégré son créateur, sa conception et son esprit, si on peut digitaliser son esprit et ses souvenirs dans cette intelligence artificielle. Donc, Mark Zuckerberg voudrait créer cet univers virtuel de telle manière à pouvoir capter à la fois des gens qui sont sur Facebook, puisque déjà sur Facebook, on vous a peut-être vu des publicités ou des promotions sur Meta, pour pouvoir tout simplement créer un marché. Pourquoi un marché? Tout simplement parce que ce que Zuckerberg veut créer, c'est tout simplement un univers virtuel. Alors, on ne sait pas trop exactement comment ça va se présenter. Est-ce que cet univers virtuel va coller par rapport à la réalité, plus ou moins pour laisser les gens qui vont aller dans cet univers virtuel des repères, ou est-ce qu'au contraire, ça va être un univers virtuel fantasmagorique, mais dans lequel on va intégrer des éléments, c'est-à-dire par exemple, vous pourrez très bien y trouver la possibilité d'aller sur Paris, par exemple. Alors vous aurez peut-être un Paris restitué, reconstitué, un peu comme ce qu'on peut voir par Google Street. Quand vous allez sur Google Street, vous vous baladez dans les rues, etc. À la seule différence, c'est que Google Street, il n'y a pas d'interaction, c'est juste des photos en 360, il n'y a pas d'interaction. Alors que dans l'univers virtuel, eh bien, on pourra intégrer des modélisations 3D de certaines villes, et à l'intérieur de ces villes, eh bien, vous pourrez intégrer des boutiques, des commerces, des centres commerciaux, des musées, des salles de spectacle. Imaginez, vous êtes à Paris, mais vous habitez à Lille, et il y a un concert de votre groupe préféré. Eh bien, vous pourrez aller dans le métaverse, parce que c'est ainsi qu'on l'appelle. Verse, c'est la contraction de universe en anglais, donc verse, c'est ce qui est utilisé maintenant même pour, par exemple, les comics verse, les Marvel verse, les multiverses de chez Marvel. Donc c'est une contraction de universe, donc universe on prend juste que verse et on colle ça à méta, donc métaverse, voilà. Et donc, vous allez pouvoir vous connecter dans l'univers virtuel métaverse, vous allez sur Paris, et vous allez pouvoir acheter votre billet pour assister en live au concert de votre groupe préféré. Vous ne serez plus obligé de vous déplacer pour aller voir le concert en live. Alors vous n'aurez peut-être pas forcément le même prix du ticket. Si vous allez sur Paris en live, c'est-à-dire physiquement, votre ticket va vous coûter, je ne sais pas, 60 €. Si vous y allez en retransmission live virtuelle, ça vous coûtera peut-être 40 €. Et vous pourrez assister au concert, mais attention, tous les gens qui pourront acheter ce ticket, eh bien, auront la possibilité de voir le concert comme s'ils étaient devant la scène, grâce à des caméras 360, ça existe déjà, haute définition, ça existe déjà, et en plus de ça, si vous êtes équipé de très bons casques, des casques atmosphériques, ce qu'on appelle les casques qui vous, je crois que c'est du 8 points, je ne sais plus combien, etc., mais qui, avec différents canaux, vous permettent d'avoir, véritablement, suivant comment vous tournez votre tête, eh bien, d'avoir les sons comme si vous étiez dans la salle. Donc, muni de lunettes, vous pouvez assister au concert en 360 en devant de scène, puisque on pourra installer des caméras 360 haute définition devant de scène, et vous pourrez assister à votre concert avec une très haute qualité audio, comme si vous étiez au concert. Ça existe déjà. Moi-même, il y a plus de 10 ans, j'ai retransmis par satellite un concert en direct, en 3D, des Red Hot Chili Peppers, un concert qui avait lieu à Cologne, en Allemagne. Les technologies, on les a. Les technologies d'enregistrement ou de prise directe, les technologies de restitution, nous les avons, nous les possédons. Maintenant, il reste le problème de gérer les volumes de données de la réalité virtuelle et les volumes de données qu'il va falloir envoyer chez les gens pour assister à ce concert comme s'ils y étaient. Évidemment, l'univers virtuel a ses limites. Il a ses limites, pourquoi? Tout simplement parce que dans certains domaines, vous serez toujours pénalisé
au niveau sensitif, c'est-à-dire que vous aurez toujours le champ visuel et éventuellement auditif, mais vous n'aurez pas l'odeur, vous n'aurez pas le goûter, voire même la texture, le toucher. Pour aller dans des magasins pour acheter des vêtements, mais les vêtements, vous pouvez les toucher, vous ne pouvez pas les toucher, enfin, vous les touchez virtuellement, mais vous ne pouvez pas sentir la texture. Pour l'instant. Car là encore, les technologies qui vous permettent de restituer vos sens comme si vous étiez dans la réalité, elles existent. Regardez dans vos cinémas multiplex, vous avez aujourd'hui des salles qu'on appelle des Dolby 4DX. Les Dolby 4DX, ce sont des salles de cinéma qu'on appelle immersives. C'est-à-dire que c'est des salles où vous avez les fauteuils qui bougent, vous avez des diffuseurs de bruit, humidité, vous avez des diffuseurs d'odeur, vous avez également le son qui peut générer par des ultrasons ou des basses fréquences des résonances et provoquer parfois sur certaines fréquences de résonance que vous n'entendez pas, mais votre corps, lui, ressent les vibrations et c'est par exemple ce qui peut vous donner des nausées, par exemple. Donc, si vous voulez, technologiquement, on peut le faire. C'est-à-dire qu'on a les technologies. Les technologies, elles existent pour pouvoir restituer les sensations et pouvoir activer les données de vos sens. L'ouïe, la vue, l'odorat, le toucher, le goût. Et même, je dirais, on peut encore améliorer, on peut encore progresser pour accentuer encore plus les processus et finalement vous donner les sensations de réalité dans un univers virtuel. C'est l'avenir. Et ça, Zuckerberg, je pense que là-dessus, il est très clair que c'est son intention. Donc voilà, en gros, le projet de Mark Zuckerberg avec Meta, c'est de créer un métaverse dans lequel il va pouvoir essayer peut-être non seulement d'attirer son public, enfin tout du moins sa clientèle Facebook, Instagram, WhatsApp, mais en plus de ça, pouvoir développer un marché, c'est-à-dire un marché de licence. Puisque dans son univers, eh bien, les marques telles que Nike, Adidas, ou tout type de marque qui pourra éventuellement faire du business dans l'univers virtuel, eh bien, paieront à Meta une licence, une franchise. Ça peut même aller plus loin. On peut imaginer de pouvoir visiter le Louvre en virtuel. Alors c'est des choses qui ont déjà été expérimentées par le passé. Depuis une vingtaine d'années, il y a eu des opérations comme ça où vous pouvez visiter une collection, visiter une exposition en virtuel. Mais ça reste encore limité par les technologies. Déjà, quand vous voyez ce que la technologie permet de faire avec Google Earth et surtout Google View, Street View, même des fois vous avez des possibilités de pouvoir rentrer à l'intérieur et de faire des visites virtuelles. Bon, en effet, vous pouvez voir, mais il n'y a pas d'ambiance, il n'y a pas d'odeur, des fois il n'y a pas de perspective, même si vous pouvez utiliser des procédés 3D, mais tout ça, ça mérite d'être développé, ça mérite d'être recherché, ça mérite d'améliorer les performances aujourd'hui technologiques pour pouvoir accéder à ces technologies et finalement, ce que le cinéma nous montre, devenir réalité. Alors attention, ça va me donner encore quelques années. Et preuve en est que ce projet est très ambitieux, c'est que vous avez déjà des experts, des spécialistes, qui commencent un petit peu à douter de cette ambition. En effet, la problématique de cette ambition qu'a Zuckerberg avec Meta peut se bloquer ou peut trouver une problématique, c'est sur la puissance. C'est-à-dire que ça va demander, énormément de capacité mémoire, donc des serveurs de grosse capacité, mais surtout, pour pouvoir toucher un maximum de gens, c'est-à-dire qu'il va falloir améliorer les flux de données. Alors, ces flux de données sont déjà en amélioration puisqu'il y a la 5G
Donc là, grâce à la 5G, ça va déjà pouvoir permettre de s'assurer de pouvoir toucher le jeune public, puisque le jeune public aujourd'hui est beaucoup accroché à des outils connectés par le biais de tablettes ou de téléphones sur des réseaux 5G. Après, l'Internet par câble ou par fibre optique, pareil, ça va être, à un moment donné, ça va devoir se développer un peu plus, c'est-à-dire de permettre de faire circuler des données de façon beaucoup plus importante et de beaucoup plus rapide pour justement pouvoir développer ces marchés. Et c'est justement là le problème. C'est que si la technologie existe, si on sait comment faire, le problème, c'est le développement. C'est-à-dire que on a déjà des exemples par le passé de technologies qui avaient été développées, mais qui ont été des échecs, parce que derrière, toute la logistique, tous les investissements, eh bien malheureusement n'ont pas été faits, ou n'ont pas été faits en temps et en heure, pour permettre d'amortir relativement rapidement l'investissement de base. Et de ce fait, c'est pour cette raison que métaverse, oui, c'est possible. Métaverse, oui, ça peut en effet être très intéressant, ça peut développer même des marchés. Malheureusement, si métaverse est mis en place, mais que ça touche que quelques millions de gens à travers le monde, ça ne va pas être rentable. D'autant plus que, comme je vous l'ai dit, si vous avez Facebook, si vous avez Instagram, vous avez vu, ça commence déjà à y aller en matière de publicité, de promotion, etc. Surtout en plus de la promotion aussi très idéologique. Ne nous cachons pas de la chose. Donc, c'est pour ça que je voulais aborder ce sujet-là, pour que vous puissiez bien comprendre l'importance de cette décision, de cet événement, même si, encore une fois de plus, il va falloir qu'on suive un petit peu l'évolution de ce métaverse, comme il va apparaître, d'autant plus que, je rappelle, Facebook est toujours sur le coup pour créer sa propre crypto-monnaie. Donc ce qui veut dire que si Zuckerberg met en place son métaverse, qui nous dit que dans le métaverse, pour faciliter les transactions, on soit obligé d'utiliser la crypto-monnaie de Facebook? Ce qui n'arrangerait évidemment pas les affaires de Zuckerberg, parce que dans ce cas-là, il reviendrait encore une fois de plus à une politique hégémonique. C'est-à-dire mettre en place un univers virtuel comme jamais on en a vu, ou comme jamais on en a mis en place, mais dont il aurait l'exclusivité et dont il serait le maître absolu. Alors, des univers virtuels, comme je vous l'ai dit, on a les technologies, on sait faire. La preuve en est, regardez les jeux vidéo. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeux vidéo qui fonctionnent justement sur ces univers qu'on appelle open source. C'est-à-dire des univers qui finalement ont des énormes cartes, voire même des univers sans limite. Un de ces jeux réputés dans cette optique, c'est Minecraft. Minecraft est un jeu, alors c'est un jeu de survie, d'aventure, etc., où même des gens construisent des choses assez impressionnantes, mais c'est un univers qui est extrêmement étendu, et de fait, pour compenser le fait de cet univers très étendu, les graphismes, par contre, c'est-à-dire l'interface graphique, est très primitive. Hein, c'est des petits cubes, etc. Bon, il y a des fois des petites formes, etc. Mais il compense les besoins de données pour cet univers aussi gigantesque soit-il, en minimisant, par contre, l'aspect graphique. Vous avez d'autres jeux qui ont essayé d'expérimenter des univers élargis. Vous avez, par exemple, l'un des fleurons aujourd'hui de ces univers étendus qui sont par exemple Grand Theft Auto, où vous avez aussi d'autres jeux qui petit à petit se développent et agrandissent de plus en plus des cartes qui deviennent de plus en plus énormes, mais ces cartes restent quand même relativement limitées. Vous avez eu également un jeu dont le nom m'échappe, qui était un jeu qui se passait dans l'espace. Vous pouviez balader dans différentes galaxies, dans différents univers, vous pouviez faire des alliances et tout ça avec des gens, etc. Donc voilà, c'est vraiment des univers très étendus. Donc la création d'univers virtuels, on sait faire.
Sauf que, encore une fois, après, dépend de ce que vous y mettez, de ce que vous pouvez y faire. Vous avez récemment un jeu qui s'appelle Cyberpunk 2049, je crois, ou 2047, je ne sais plus, qui a été un four total, qui a été un échec total. Pourquoi? Tout simplement parce que le jeu est tellement gourmand, le jeu est tellement puissant, que finalement ce ne sont que les gens qui avaient des ordinateurs PC ou Mac très puissants qui pouvaient y jouer. Or, comme vous savez que la plupart aujourd'hui des consommateurs de jeux, même surtout des jeux en ligne, hein, c'est des jeux où vous pouvez interagir avec d'autres personnes qui sont également dans la même partie que vous, etc. 60% des joueurs aujourd'hui, c'est des joueurs console. C'est de la PS4, PS5, c'est de la Xbox, etc. Or, le jeu était complètement buggé lorsqu'ils ont lancé le jeu sur ces consoles. Donc ils ont perdu un pognon dingue, ils ont même été obligés de rembourser, des fois, à certains joueurs, en leur garantissant qu'il va y avoir des mises à jour, etc. Et le problème aujourd'hui qu'on constate, c'est que, évidemment, sur le développement de ces jeux qui fonctionnent dans des univers très étendus, eh bien c'est des jeux qui nécessairement besoin constamment de mise à jour parce que il faut résoudre des problèmes de bugs, des problèmes de latence, des problèmes graphiques. On rajoute des choses, etc. pour dynamiser un peu plus le jeu parce que il y a des fois certains jeux, c'est un petit peu limité en matière de jouabilité, donc il faut réintégrer des éléments pour rendre le jeu relativement intéressant. Donc les technologies, on les a, on sait faire. Mais le problème, c'est ceux qui vont l'utiliser, c'est-à-dire les utilisateurs. C'est qu'aujourd'hui, les utilisateurs, qu'on soit très clair, on ne va pas demander à tous les utilisateurs de changer leur matériel pour passer à un matériel supérieur. Car les gens aujourd'hui n'ont pas les moyens d'acheter un PC à 1000 $, ou 1000 €, 1500 €. Alors, comme je vous l'ai dit, en plus, que vous avez aujourd'hui beaucoup de gens qui utilisent l'interconnexion par des consoles ou par téléphone, sur les smartphones, sur des tablettes. Or, ces outils ont de bonnes puissances, mais des puissances relativement limitées. Donc, est-ce que ces outils vont pouvoir fonctionner avec un univers virtuel tel que Metaverse a l'intention de le développer? Attention, on parle de réalité virtuelle, donc réalité virtuelle, c'est-à-dire immersion. Donc immersion, ça veut dire lunettes, casque, etc. Avec évidemment tous les problèmes techniques que ça peut imposer vis-à-vis d'un certain nombre de gens suivant l'endroit où ils sont. Parce que, qu'on soit clair, si vous habitez à Trifouille-les-Deux-Églises, vous avez des fréquences de connexion, ou des fréquences de puissance de connexion, qui ne sont pas les mêmes que quand vous habitez dans des grandes villes. Et là encore, on se retrouve confronté au développement. C'est-à-dire pour apporter de la puissance à l'ensemble des utilisateurs, est-ce que des compagnies vont investir des millions et des millions d'euros pour aller installer de la fibre optique dans un village où il n'y a que 25 habitants? Et non. Donc, voilà pourquoi je voulais vous parler de méta et de métaverse, parce que je pense que c'est en effet un projet très ambitieux de la part de Zuckerberg, mais c'est assez significatif d'une transformation ou d'une volonté de transformer ce qui a très bien fonctionné pendant plus de 2 décennies, c'est-à-dire finalement aujourd'hui, est-ce que Metaverse, ou le méta de Zuckerberg, n'est pas annonciateur de la fin de Facebook et de la fin de son hégémonie. Alors attention, je ne dis pas que Facebook va disparaître en 2022. Facebook va encore des années exister. Mais l'investissement, le développement de Facebook aujourd'hui, je pense, est arrivé au bout du bout et va maintenant vivoter avec quelques petites mises à jour. Mais là, Zuckerberg a décidé, certainement pour essayer de passer en dessous du radar de la loi antitrust américaine, de créer tout simplement une nouvelle société. Sur une idée de création d'un univers virtuel, mais encore une fois de plus, si on a les technologies, si on a les capacités, si on a les connaissances, après tout est un problème d'investissement, tout est un problème de développement.
advienne que pourra. Et enfin, pour terminer cette vidéo, je vais revenir sur... enfin, revenir non, mais je vais aborder ceci. Ceci, peut-être que vous l'avez vu passer au hasard. Il s'agit d'une annonce d'emploi de Ikea. Sauf que cette annonce a une particularité, c'est qu'elle s'adresse exclusivement à des migrants. Alors évidemment, sur la toile, ça remue la queue un petit peu dans tous les sens. Pour bien comprendre la raison de cette existence, de quelque chose qui aujourd'hui, évidemment, pousse des gens à dire que c'est de la discrimination, je vais vous donner un petit rappel. Il faut savoir que sur le marché du travail, il existe différents types de contrats. Vous avez les contrats à durée indéterminée, les contrats à durée déterminée, et vous avez également d'autres types de contrats qui sont spécifiques, soit à des travails temporaires, soit à des activités saisonnières, etc. Mais vous avez aussi, et je pense que ça n'a pas changé, que ça existe toujours, vous avez ce qu'on appelle les contrats d'apprentissage et les contrats de qualification. Qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement des contrats qui permettent à des entreprises de signer des conventions avec des écoles. Alors des écoles, ça peut être des CAP, ça peut être des BEP, si ça existe toujours, ou des BTS, ou des bacs professionnels, qui permettent à des élèves d'apprendre un métier, mais pas seulement en théorie, mais aussi en pratique. C'est-à-dire que grâce aux contrats de qualification et aux contrats d'apprentissage, eh bien ces jeunes peuvent commencer à travailler et à apprendre leur métier dans des entreprises avec un statut défini et rémunéré. Alors attention, à mon époque, la rémunération, c'était, sur la première année, je crois que c'était 65% du SMIC, et la deuxième année, 75% du SMIC. Donc vous voyez déjà l'intérêt de l'entreprise. L'intérêt de l'entreprise, alors attention, les accords, c'est-à-dire les conventions qui sont signées entre les entreprises et les organismes, c'est que l'entreprise s'engage à former, à enseigner, à apprendre à son élève ce qu'il apprend en théorie et de faire de la pratique en entreprise. Ça, c'est ce qui est marqué sur le papier. Mais la réalité, malheureusement, elle est des fois tout autre. Cette réalité, c'est quoi ? C'est tout simplement, c'est que l'entreprise, lorsqu'elle signe la convention avec l'organisme, eh bien, il y a des chances que ça lui coûte pas un rond. Pourquoi ? Tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit, contrat d'apprentissage, contrat de qualification, les rémunérations sont suivant 65 ou 75% du SMIC. Donc c'est-à-dire qu'en fait, déjà, le jeune ou la personne en apprentissage ne touche pas un salaire normal, c'est-à-dire un taux horaire du SMIC. Il ne touche un taux horaire que de 65-75% du SMIC. En plus de ça, évidemment, il est en temps partiel. Il n'est pas sur un temps plein, puisqu'il a ses cours à l'école, et ensuite il a son travail à l'entreprise. L'avantage de ce genre de procédé, c'est qu'évidemment, pour le jeune, c'est de faire ses études pour l'obtention d'un diplôme, mais en même temps, il va avoir travaillé dans une entreprise, et il va dégager de l'entreprise une expérience. C'est-à-dire qu'il va avoir son diplôme avec en plus un nombre d'années d'expérience professionnelle. Là encore, c'est ce qui est écrit sur le papier. Parce que dans la réalité, alors, vous avez des entreprises, alors petites, moyennes, grandes entreprises, qui jouent le jeu. Là-dessus, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire qu'elles donnent en effet l'avantage d'avoir une main-d'œuvre dont elle va devoir former, qu'elle va devoir former au métier pour lequel il fait sa formation scolaire. Comme malheureusement, vous avez aussi des entreprises qui se servent de ça pour avoir de la main-d'œuvre pas chère. C'est un petit peu à l'image de ce que vous avez peut-être connu et qu'on appelle les stages photocopieuses. Ces fameux stages de certaines écoles publiques où on t'envoie pour soi-disant pratiquer ce que on t'a enseigné en théorie, puis en réalité tu te retrouves à faire des photocopies, à faire du classement d'archives, etc. Et au final tu n'apprends absolument rien durant cette période de stage.
Eh bien malheureusement, avec les contrats de qualification et les contrats d'apprentissage, c'est à peu près le même problème. Même si, encore une fois, je précise, les entreprises ont un engagement par convention, par agrément. Car ces entreprises, pour être subventionnées, il faut qu'elles respectent les règles de l'agrément. Or, malheureusement, vous avez parfois des centres de formation qui sont parfois un petit peu trop complaisants et qui ferment les yeux sur certaines pratiques d'entreprise. Et vu que ces organismes, c'est par eux en règle générale que se repose l'autorité pour une forme de confiance à vérifier si l'élève exécute bien un métier ou exécute bien une procédure ou exécute bien des théories et rentre dans une pratique d'apprentissage du métier, ou si au contraire, l'élève est tout simplement utilisé comme un employé lambda et parfois utilisé à faire des tâches qui n'ont strictement rien à voir avec la formation qu'il fait. Malheureusement, ça existe. Vous avez par exemple, je prends juste l'exemple, vous avez par exemple des CAP cuisine, vous avez des futurs cuisiniers ou futurs serveurs, en règle générale, qui font des stages ou qui ont des contrats d'apprentissage ou des contrats de qualif dans des restaurants. Sauf que le problème, c'est qu'au bout de quelques mois, on se rend compte que le gamin, en fait, il n'a jamais foutu les pieds dans une salle, il n'a jamais fait de service. En revanche, on s'en sert comme à la plonge. À la plonge, ou préparation, ou truc comme ça. Mais le gamin, en fait, ne fout même pas les pieds dans la salle, ne fait même pas son métier de serveur. C'est par exemple, on va dire par exemple des gamins qui sont censés envoyer ou travailler dans l'administration, le génie civil, etc. Comme je ne sais pas quel type de métier cela pourrait concerner, mais au moins faire apprendre ce qu'il apprend en théorie dans son école et le mettre en pratique avec l'apprentissage. Parce que, évidemment, l'avantage de contrat de qualif et d'apprentissage, c'est que vous êtes dans l'entreprise. Donc, vous pouvez mettre en application ce que vous apprenez en théorie, mais en plus de ça, vous apprenez la réalité de terrain. Et quand vous sortez avec votre diplôme et une expérience, vous n'êtes pas étonné. Vous avez déjà une expérience de savoir comment ça fonctionne. C'est-à-dire des fois voir ce qu'on vous apprend en théorie et qu'en réalité on pratique la théorie, on s'en moque un peu, on s'adapte, on arrondit les angles sur certaines choses, etc. Parce que l'entreprise, c'est une activité, c'est de la productivité, c'est de la qualité, c'est du service, c'est de l'activité, c'est du chiffre d'affaires, c'est du bénéfice, etc., etc. Donc il y a des paramètres évidemment qui des fois modifient quelque peu ce que l'on apprend en théorie par rapport à la pratique. Mais malheureusement, comme je vous l'ai dit, vous avez des fois des gamins qui, par exemple, je vous ai pris le cas d'une entreprise de BTP, si vous avez un gamin par exemple qui travaille dans la conception, dans la réalisation de documents, etc., et qu'on se rend compte qu'au bout de 3 semaines, le gamin, en réalité, il sert d'ouvrier sur un chantier. Alors au début, être ouvrier sur un chantier, ça vous permet de prendre connaissance, d'avoir cette expérience de terrain pour mieux appréhender, mieux apprécier par la suite vos décisions, vos choix, vos orientations, vos compétences et vos connaissances matérielles, les usages, les sécurités, etc. Mais au bout de 6 mois, il y a un moment où ça ne va pas le faire. Je vous parle de ça parce que c'est quelque chose que j'ai expérimenté, pas personnellement, mais moi j'ai eu, quand je faisais mon contrat de qualification dans le cadre d'un bac professionnel, j'ai eu, après la fin de la première année, des camarades qui ont été virés de leur entreprise. Ils ont été virés de l'entreprise tout simplement parce qu'ils ont été contestés auprès de la directrice de l'établissement qu'en réalité ils servaient de grouillot et qu'ils n'apprenaient absolument rien par rapport à ce qu'ils apprenaient à l'école.
Donc la directrice a été obligée de prendre contact avec l'entreprise, demander des comptes à l'entreprise, pourquoi est-ce que cet élève, dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, n'a pas fait ou n'a rien touché encore pour l'instant de ce domaine dans lequel il étudie, etc. etc. Eh bien le problème, c'est que l'entreprise en avait strictement rien à foutre. Et comme la directrice n'avait absolument pas d'outil de pression sur l'entreprise, eh ben, la directrice s'est démenée pour essayer de trouver une autre entreprise aux deux élèves pour les retirer de cette entreprise. Et elle a fait un rapport en disant, voilà, cette entreprise a-t-elle, j'ai deux élèves de deux entreprises différentes, je suis obligé de les retirer de cette entreprise, de faire une rupture de contrat avec l'entreprise et de leur trouver une autre entreprise, etc. Parce que l'entreprise, très clairement, n'a pas respecté les critères imposés par la Convention. Sauf que ceux qui financent l'établissement, finalement, ils ont classé le dossier. Et l'année suivante, ces mêmes entreprises ont proposé des postes à d'autres élèves de l'année suivante. Et rebolote, ça a été le même scénario. C'est-à-dire qu'en réalité, les gamins, ils servaient de grouillons. Voilà. Alors, je vous raconte ça tout simplement pour comprendre pourquoi, aujourd'hui, il y a ce petit scandale. Sur les réseaux sociaux, certains disent c'est scandaleux, c'est de la discrimination, pourquoi mettre en priorité les migrants plutôt que les Français, etc. Tout simplement parce que c'est légal. C'est légal pourquoi? Tout simplement parce que vous avez une association qui s'appelle Each One, et cette association, comme un certain nombre d'associations, subventionnées, évidemment, aide à l'insertion des émigrés légaux en France. Émigrés légaux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on leur fournit des formations pour apprendre ou s'améliorer en langue française, et de fait, par la suite, pour pouvoir leur permettre une intégration sociale, eh bien, il y a des accords, il y a des conventions qui sont trouvées avec un certain nombre d'entreprises, dits partenaires, pour permettre à ces émigrés de rapidement pouvoir s'intégrer socialement et économiquement sur le marché du travail. Là encore, c'est marqué sur le papier. Marqué sur le papier, c'est honorable, c'est social, c'est humaniste, c'est mettre en avant les possibilités de pouvoir intégrer des personnes immigrées dans le système. Pourquoi pas? Le problème, c'est que H1, comme je vous l'ai dit, a des subventions de la part du ministère de l'Éducation et du ministère de l'Intérieur, et c'est un putain de gros business. De telle manière à ce que celui qui nous est présenté comme le créateur, fondateur, PDG de cette association, très humaniste, très de gauche, très... finalement s'en fourre plein les poches. Parce qu'en 5 ans d'existence, je crois, puisque l'association a été créée en 2015, en réalité, le mec n'a que, je crois, placé ou traité que 1200 ou 1500 dossiers. En 5 ans. Sauf que le problème, c'est qu'on n'a absolument aucun retour sur le fait des succès de ces placements. Et c'est là pourquoi je vous ai expliqué le coût des contrats de qualifié apprentissage. C'est tout simplement parce que pour les entreprises qui font le partenariat avec Each One, c'est la possibilité pour ces entreprises d'avoir une main-d'œuvre, limite, gratuite. Pourquoi? Tout simplement parce que les rémunérations ne sont pas payées par l'entreprise. L'entreprise reçoit des subventions pour payer la personne à qui il a offert un emploi. C'est-à-dire que vous avez des entreprises, exactement le même principe que les contrats de qualification et les contrats d'apprentissage, c'est-à-dire que vous avez des entreprises qui créent ces contrats par, je vous le dis toujours, par convention, agrément, etc., pour justement éviter les dérapages. Sauf que le problème, c'est que le dérapage, c'est que les entreprises ont la possibilité d'avoir de la main-d'œuvre gratuite. Gratuite, semi-gratuite, c'est-à-dire qu'ils payent peut-être 40 ou 50% du salaire. Le reste,
est subventionné. Donc quand Ikea propose un poste exclusivement réservé dans le cadre d'un processus de partenariat avec Each One pour un émigré légal, eh bien sachez que Ikea ne payera pas au salaire normal ce salarié, puisqu'elle touchera des subventions pour compenser la création de ce poste ou la création de cet emploi. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire que ces emplois qu'on nous présente comme étant des emplois réservés à des migrants dans un processus tout à fait légal, associatif, humaniste, solidaire, etc., en réalité cachent un business qui permet à des entreprises malhonnêtes d'avoir de la main-d'œuvre pas chère. Alors je dis gratuite, des fois, mais comme je vous dis, si jamais l'entreprise a des conventions ou des accords, elle ne paye que la moitié du salaire. C'est tout bénef, c'est gagnant-gagnant. Sauf qu'évidemment, sur le plan social, si l'entreprise crée un emploi pour en réalité payer que la moitié d'un salaire et toucher derrière des subventions, ça veut dire qu'en réalité, l'entreprise est gagnante-gagnante parce que justement, elle va gagner un outil productif qui lui coûte 2 fois moins cher, mais qui en plus va leur rapporter de l'argent. Vous voyez un petit peu la bidouille? Donc, le fait est, c'est que aujourd'hui, on met les projecteurs sur ça en présentant ça comme étant évidemment. Alors c'est Damien Rieu, que vous connaissez peut-être sur Twitter, qui a fait une vidéo en dénonçant ce processus. Évidemment, lui, il instrumentalise ça à son profit idéologique, mais en réalité, c'est parfaitement légal. Mais c'est-à-dire que derrière la légalité d'un système, eh bien encore une fois de plus, on a permis à des entreprises de pouvoir avoir un gain, d'avoir un bénéfice, au détriment tout simplement, au détriment de la professionnalisation d'un individu qualifié, diplômé, qui aurait pu avoir ce poste à temps plein, mais qui en réalité, ce temps plein n'est qu'un temps partiel, un temps partiel qui est payé moitié moins cher. Et on appelle ça tout simplement du dumping social, et qui plus est du dumping social subventionné. Elle est pas belle la vie. Et avant de vous laisser, très rapidement, aujourd'hui nous sommes le lundi, demain, Macron doit s'adresser à la nation. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il va encore nous annoncer? Vu qu'on commence à vouloir remettre un petit peu de la peur, etc., parce que derrière, on se rend compte qu'en effet, il y a de plus en plus de discordance dans la façon de percevoir l'évolution de la pandémie avec les vaccins. On a même Blachier qui, sur plusieurs plateaux, nous a dit « Mais oui, mais attendez, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'a absolument aucune garantie de l'efficacité d'une 3e dose. » Et qui, en plus de ça, je rappelle aujourd'hui, l'est prouvé que les gens qui sont vaccinés sont contagieux. Donc évidemment, sur CNews, Pascal Praud commence à dire « Mais vous rendez-vous compte, c'est dramatique. » C'est-à-dire que pendant des mois et des mois, le gouvernement a communiqué sur se faire vacciner, c'est protéger, pas seulement soi-même, c'est protéger les autres et tout le tralala. Et en réalité, Blachier, pourtant Blachier, qui était plutôt pro, machin, etc., le mec, il a complètement retourné sa veste depuis quelques semaines. Et pourquoi il a retourné sa veste? Parce que, certainement que là, on est allé dans un truc de folie. On est devenu fou. Donc, je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo de la première ministre, c'est Jacinda Ardern, ou je ne sais plus, de Nouvelle-Zélande, qui lors d'une conférence de presse, d'un coup il y a un journaliste qui lui dit oui mais attendez, la 3e dose bien gentille, mais regardez en Israël, finalement la 3e dose elle a servi à rien, ils ont eu des pics de contamination. Et la première ministre elle dit non mais je réponds aux questions de la presse officielle, etc. Donc si vous insistez, je coupe court à la conférence de presse. Et elle a coupé court à la conférence de presse en disant de toute façon on va se retrouver d'ici 1 heure ou 2 si vous voulez à l'intérieur, mais seulement avec les médias officiels.
Donc on sent bien que là, ça commence à partir en vrille. C'est-à-dire que là, que ce soit en France ou dans d'autres pays, ils commencent à se rendre compte que les gens commencent à se prendre conscience qu'on les a baratinés. Attention, je ne dis pas que les vaccins ne servent à rien. Je dis simplement, c'est ce que j'avais déjà dit d'ailleurs dans plusieurs vidéos, c'est que la communication qu'ils ont faite sur les vaccins a été foireuse depuis le début. C'est-à-dire qu'ils ont menti aux gens, ils ont déformé la réalité, ils n'ont pas voulu dire la réalité, le fait que, bah oui, les vaccins sont toujours en stade expérimentaux, etc. D'ailleurs, je vous ai dit, il y en a qui vous disent, oui, mais non, mais les vaccins, ça marche, la preuve, regardez, on a vacciné des millions et des millions de gens dans le monde, le taux de réussite est très convenable, etc. Donc ça veut dire que vous admettez que nous avons servi de cobaye. Même Philippot a réussi à faire dire à une porte-parole des En Marche qu'en réalité, ils avaient lancé la vaccination en France, mais en étant pas sûr qu'en réalité ça allait marcher. Parce que les fameux tests des laboratoires, c'est les tests des laboratoires. Puisque les Discovery et Recovery qu'on avait lancés pour essayer de pérenniser, de créditer les tests des labos eux-mêmes sur leurs résultats, ont complètement foiré. Donc en réalité, aujourd'hui on va vous lancer la 3e dose, et puis la 4e dose, donc on commence déjà à préparer aussi le terrain de la 4e dose, sauf qu'il y a un moment donné où les données scientifiques ne démontrent absolument rien, et même Blachier, pourtant Blachier le dit lui-même, vous ne trouverez pas un seul médecin ou un seul professionnel de santé qui vous affirmera que le vaccin fonctionne, que le vaccin vous protégera du Covid. Il vous protégera d'une forme grave, mais vous serez contagieux si vous chopez le Covid. Et donc vous pourrez choper le Covid et le refiler à des vaccinés comme à des non-vaccinés. Tout comme les non-vaccinés peuvent choper le Covid, sauf que évidemment, suivant leur pathologie, ils peuvent avoir une condition grave, mais le refiler, donc le processus de contagieux, en fait, tout d'un coup, des gens commencent à comprendre que finalement le Covid, le Covid, il va falloir vivre avec, comme on vit avec la grippe, comme on vit avec la gastroentérite, comme on vit avec un certain nombre de virus saisonniers, que certaines personnes peuvent choper, et chez qui les conséquences peuvent être graves si vous ne vous faites pas soigner à temps, si vous ne faites pas diagnostiquer à temps, etc. parce que nos pathologies sont toutes spécifiques à ce que nous sommes. Et donc tout le discours politique, etc., est à foutre à la poubelle. Sauf qu'en France, vous continuez à avoir un gouvernement qui vous prenne vraiment pour des abrutis. Aux États-Unis, on a le fameux mandat vaccinal que Biden a lancé, mais déjà, il y a des fronts qui se lèvent dans certains États, donc du coup, ça va passer complètement à l'ouest. En revanche, il se sert des entreprises pour pousser les entreprises à imposer le vaccin, sauf que le problème, vous avez des entreprises aux États-Unis qui ont imposé le vaccin, et du coup, ils se sont retrouvés en slip parce qu'ils ont perdu un tiers ou un quart de leur personnel qualifié, compétent, formé, etc. Et ils sont dans la merde. Dommage que, justement, dans la doctrine de la contamination, du danger, de la peur, de la terreur de la contamination, vous avez des entreprises qui, aujourd'hui, on leur fait de l'appel du pied pour faire revenir leurs salariés dans les bureaux. Sauf que les entreprises disent, mais pourquoi vous voulez que je revienne? Regardez là, la télé, Biden, contamination, vaccin, etc. Donc nous, on ne veut pas prendre le risque de mettre des centaines de personnes dans des bureaux où ils vont pouvoir se refiler le Covid et être responsables peut-être de cas graves, voire de décès. Donc nous, solution de facilité, les gens, ils restent bosser chez eux. Et nous, c'est tout bénef. Donc, cette foire, elle va continuer. Elle va continuer, mais jusqu'à quand?
Jusqu'à quand que les gens commencent à bouger leur cul? En effet, il y a toujours des manifestations qui ont lieu quasiment tous les week-ends. On voit qu'en Italie, ça commence aussi toujours à bien secouer. Je crois que c'est en Maroc, au Tunisie également, qu'il y a des manifestations qui ont pris de l'ampleur contre les restrictions sanitaires. Même en Russie. En Russie, ça commence un petit peu à bouger. Alors, Poutine est un petit peu inconfortable parce que lui, il est quand même dans le système aussi. Donc, et là, on dit, les Chinois, attention, ouais, il y a certains endroits, ça y est, remettre un petit peu de restrictions, etc. On a même le gouvernement chinois qui a conseillé à sa population de commencer à faire des réserves. Alors, ça n'a rien à voir, c'est pour d'autres raisons. Donc, oui, enfin, voilà, Macron, qu'est-ce qu'il va nous dire? Il va nous dire tout simplement qu'il va proposer au Parlement de... Enfin, proposer, il va plutôt obliger, puisque je rappelle, la fameuse loi de vigilance sanitaire a été renouvelée jusqu'au 31 juillet. Il y avait mis une option sur le pass sanitaire seulement jusqu'en février, et ils ont réussi à faire renégocier le texte, et l'Assemblée nationale a revoté le texte, donc désormais le pass sanitaire peut être prolongé jusqu'au 31 juillet 2022, et donc il va vous annoncer, je pense, demain ça. C'est-à-dire que j'ai décidé, pour préserver, au vu des chiffres qui semblent inquiétants, de conserver le pass sanitaire, et je demanderai au gouvernement de présenter un texte pour que ce pass sanitaire soit extensible jusqu'au 31 juillet 2022. Et vous verrez que peut-être fin novembre ou début décembre, voire peut-être fin décembre, au moment où les gens vont acheter leurs cadeaux, c'est les Noëls, c'est les fêtes, etc. Et au Parlement, ils vont glisser la petite loi pour le vote par correspondance, le vote électronique. Le vote électronique, j'ai reçu, moi, mon petit message de l'ambassade pour être volontaire pour le vote électronique, pour les législatives. Donc, c'est que les outils existent. Donc, de là à ce qu'ils soient étendus pour l'élection présidentielle, avec tous les aspects, évidemment, de possibilités de fraude, etc. Donc, advienne que pourra, peut-être que je vous ferai une petite vidéo pour réagir à ce que Macron va dire. Et que puis-je vous dire, si ce n'est qu'aux États-Unis, je vous ai parlé lors de la précédente vidéo de l'élection, de certaines élections qui ont eu lieu aux États-Unis, et je peux vous garantir que les démocrates l'ont très très mauvaise vis-à-vis de la Virginie, qui est basculée républicaine, et qui suscite actuellement une inquiétude. En effet, dans les rangs des démocrates, certains commencent à s'inquiéter sur le fait que Biden, finalement, n'était peut-être pas le choix le plus judicieux, et que la situation est tellement scabreuse qu'il y a des chances que Kamala Harris, qui sera forcément candidate en 2024 à la succession de Biden, risque de ne pas être élue. C'est-à-dire que les démocrates, aujourd'hui, s'inquiètent de leur devenir. Ils ont réussi à reprendre le pouvoir, mais un pouvoir, est-il légitime? La question reste posée. Avec une majorité parlementaire extrêmement fragile, puisque je rappelle, si en effet les démocrates sont majoritaires à la Chambre des représentants, ils le sont que très infimement au Sénat du fait de la présence de la vice-présidente Kamala Harris en tant que présidente du Sénat, et donc qui fait la bascule d'une majorité, mais comme je vous le dis, sur le fil. Il suffit que l'année prochaine, en 2022, va y avoir en novembre 2022 ce qu'on appelle les élections de mi-mandat, qui vont permettre un renouvellement, je crois, des 2/3 du Sénat. Eh bien, si les démocrates perdent le Sénat, eh bien, le pays va devenir ingérable pendant 2 ans. Exactement comme ce qui s'est passé avec Obama précédemment. Donc, s'ils perdent le Sénat l'année prochaine, les démocrates, c'est mort.
C'est-à-dire qu'il y a des chances qu'ils perdent en 2022 l'élection. Le seul point positif qu'ils ont à leur faveur, c'est pour l'instant, les républicains, crétins comme ils sont, n'ont toujours pas trouvé le candidat, la figure, la carrure, la personnalité qui pourrait éventuellement se mettre en opposition face à Kamala Harris en 2024. D'où la raison pour laquelle il y en a certains qui commencent à vouloir taper à la porte de Trump. Et oui, malheureusement. Enfin, d'ici 2024, l'eau va couler sous les ponts, mais je dirais même d'ici l'année prochaine, il peut se passer encore plein de choses. Je rappelle que les tensions avec la Chine s'accentuent. Il y en a même déjà qui commencent à réfléchir, peut-être qu'il risque d'y avoir un conflit armé concernant Taïwan. Rappelez-vous ce que je vous ai dit, pour sauver les meubles de leur système, ils sont tout à fait capables de faire péter un truc quelque part. Et pour terminer, je vais tout simplement vous rappeler quelque chose qui me semble important. Je vous ai déjà dit que Zemmour, pour moi, est un Macron 2.0. Et le fait est, c'est que nous avons Marine Le Pen qui essaye de récupérer un peu d'électorat dans les conservateurs gaullistes. Pourquoi je dis Zemmour 2.0, un Macron 2.0, pardon ? Tout simplement, comme je vous l'avais déjà expliqué, je vais vous réexpliquer maintenant, c'est que imaginez une seule seconde, vous avez des mondialistes, des globalistes aujourd'hui qui sont dans la merde, parce qu'ils n'arrivent pas à mettre en place le calendrier qu'ils avaient prévu. Le grand reset, on voit en ce moment un certain nombre d'éléments qui mettent en place les piliers de ce que sera le grand reset, puisque là, ça y est, c'est parti. Sauf que, évidemment, vos médias n'en parlent pas. Juste pour vous donner un petit exemple, la COP26 qui a eu lieu à Glasgow, vous aviez toute la clique financière qui était là. Et elles ont posé leur pion. Sauf qu'évidemment, les dirigeants, ça a été un échec total, tellement un échec que même la prêtresse Greta Thunberg s'est mis carrément en porte-à-faux de l'organisation de la COP26. Ce qui prouve que voilà, c'est un show, c'est une fois, ils se sont bien amusés ensemble, mais en réalité, rien ne ressort de sérieux, parce que derrière, en réalité, c'est la mainmise des banques, la mainmise de la finance, qui a donné ses ordres, en réalité, pendant la COP26, à nos dirigeants. Donc voilà, le grand reset, je vous le dis, il se met en place, dans votre dos. Voilà. Et pourquoi Zemmour, Macron 2.0 ? Tout simplement parce que si vous avez le choix, soit de réélire Macron, petit banquier soft power, qui depuis 5 ans a fait certaines choses, mais n'a pas fait ce pourquoi il était mis en place. Pourquoi ? Parce qu'il a pété les plombs, parce qu'il a commencé à s'imaginer le prochain empereur de l'Union européenne. On lui a taclé de temps en temps pour lui rappeler ce pourquoi il est là, mais en réalité, il est carrément freelance, donc il insupporte aujourd'hui les mondialistes. Si vous mettez Zemmour, si vous faites en sorte que Zemmour est élu, qu'est-ce que vous croyez qu'il va se passer ? Il va se passer que tous les milieux de la gauche bien pensantes vont envoyer leurs petits soldats fanatiques, leurs petits antifas, faire du terrorisme. Et du fait de faire du terrorisme, ils vont mettre en place un climat de chaos sur lequel Zemmour et son gouvernement mettront en place un état d'urgence sécuritaire pour rétablir l'ordre et la sécurité. Et sous cet aspect de ordre et sécurité, voilà, je vous laisse imaginer tout ce que éventuellement il pourrait se passer, c'est-à-dire par la légitimité d'un danger interne, d'un risque de guerre civile, eh bien on va vous supprimer un certain nombre de vos libertés temporaires. Mais comme beaucoup de choses qui ont été temporaires depuis 2014-2015, qui en réalité sont restées.
Et là, vous gagnez du temps. C'est-à-dire que si vous voulez mettre une mainmise sur une nation, détruire sa souveraineté, détruire l'État-nation, ben vous le faites en accéléré. C'est-à-dire vous foutez le chaos dans un pays, vous le faites péter, et vous mettez en place ensuite vos jalons de telle manière à ce que vous transformiez la démocratie en régime totalitaire, mais toujours sous les habits de la démocratie. Et si vous réfléchissez bien, Zemmour est le client parfait pour mettre en place ce totalitarisme. Alors évidemment, ça peut paraître énorme, parce que, comme je vous l'ai dit, même si Marine Le Pen avait été élue en 2017, vous pouvez être sûr qu'on aurait eu des résistances, des manifestations qui tournent mal dans Paris, dans des grandes villes, etc. On aurait même envoyé les jeunes dans la rue. Vous savez ce que ça a donné souvent, hein, quand on envoie les jeunes dans la rue, ça finit mal, pour foutre le bordel dans le pays. Bon, et bien ça, prenez bien conscience de ça. Si vous réussissez à pousser les bas de plafond dans la rue pour faire des conneries, pour tout péter, foutre le feu, voire peut-être tuer des gens, ben vous donnez une légitimité à un gouvernement de mettre en place un état d'urgence sécuritaire, de mettre des lois martiales dans certains quartiers, et c'est bingo. Donc, réfléchissez bien à ça. Parce que, pour l'instant, Zemmour ne s'est pas encore prononcé. Pour l'instant, on n'a pas confirmation de qui va être derrière Zemmour. Mais comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, si jamais Bolloré le suivra certainement, mais par le biais de Bolloré, vous avez les Rothschild derrière. Si les Rothschild sont dedans, si les Rothschild sont indirectement avec et soutiennent Zemmour, alors le scénario Macron-Zemmour ou Zemmour-Le Pen au second tour de l'élection, là devient quelque chose de sérieux. Mais comme encore une fois de plus, comme je disais tout à l'heure, il y a de l'eau qui va peut-être couler sous les ponts d'ici là. Peut-être qu'on n'a pas vu venir un autre élément, on n'a pas pensé, on n'a pas réfléchi à un fait qui va changer complètement radicalement le scénario, la stratégie. Mais à l'heure actuelle, comme je vous l'ai dit, au vu de la situation internationale, économique, sociale, politique, sanitaire, aujourd'hui les mondialistes et les globalistes ont besoin d'une accélération du processus de mainmise dans la destruction des États-nations, de la destruction des souverainetés. Quelle plus est la situation la plus idéale pour pouvoir implanter les règles, les nouvelles règles de l'ordre mondial, si ce n'est foutre le chaos dans des pays, pour donner la légitimité à un État, un gouvernement, avec le consentement du peuple. Parce que le peuple, lui, va dire majoritairement, si, voilà, on vous donne l'autorité pour régler le problème, et régler le problème, il ne faut pas de chaos, il ne faut pas de guerre civile, etc. Mais la peur, le consentement par la peur, le consentement par la terreur. Et à partir du moment où le peuple donne son consentement, alors consentement direct, soit référendum, ou consentement que ce soit par le Parlement, hein, ça, après c'est une question de... C'est une question administrative, hein, c'est une formalité. Et bien vous vous retrouvez dans un pays qui s'appelle la République française, démocratie par excellence, pays de la Révolution, des Lumières, mais qui va prendre le chemin d'un pays avec un système et des lois et des textes totalitaires, avec le crédit social. Ça, on sent bien hein, que ça les démange, le crédit social à la chinoise. Donc voilà, advienne que pourra, réfléchissez bien à la question. Si vous avez des commentaires ou des idées, n'hésitez pas, commentaires. Si vous avez apprécié la vidéo, petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. D'ailleurs, à ce propos, c'est assez étrange parce que quand je visite ce compte avec d'autres comptes, je me rends compte que des fois, les points, il y a des fois j'ai 0, je change de compte, tout d'un coup j'en ai 2, et puis je change de compte, tout d'un coup j'en ai 10. Mais bon, ça c'est les mystères YouTube. D'ici là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, faites attention, soyez alerte, ne tombez pas dans les pièges, et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.